Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation sur ce challenge. Franchement pour ma part j'ai vraiment adoré ce challenge, j'espère vraiment qu'il sera reconduit l'année prochaine. Est-ce que je l'ai réussi? Oui. J'ai lu au moins un livre pour chaque catégorie que j'avais choisi, sachant que j'avais choisi tous les menus, donc toutes les catégories. Du coup, sans plus attendre, je vais vous parler des livres que j'ai lus, je vais vous dire un peu si j'ai bien aimé ou pas, vous faire des petits résumés. Si vous voulez mon avis complet, je vous invite dès à présent à aller voir mes avis complets, du coup, sur pugoscope.fr. Le premier livre que j'ai lu, c'est Le Chuchoteur par Donato Carisi. Là, on est vraiment sur un livre de type enquête thriller. C'est plus une enquête qu'un thriller selon moi, puisque j'ai trouvé qu'il faisait pas si peur que ça. On va suivre l'enquête d'une équipe de criminologues qui va demander l'aide d'une spécialiste en enfants disparus, puisque 5 petites filles vont disparaître et on va retrouver leurs bras gauche dans des fosses. Et le kidnappeur-tueur les mène un peu en bateau et à chaque indice qu'il trouve, ça les mène vers des meurtriers différents et ça fait une sorte de jeu de piste un peu flippant. C'était une excellente lecture et ça m'a vraiment trop fait du bien de lire un thriller. C'était un bon gros pavé mais alors je l'ai dégommé. Il est assez sombre et glauque et c'est sûr que là, comme ça touche des enfants, c'est tout de suite un peu plus difficile. Les personnages sont super bien et ce que j'ai vraiment préféré, c'est toutes les parties qui nous expliquent comment les sciences comportementales marchent. Et tout ça m'a paru assez crédible et bien fichu, vraiment l'auteur sait de quoi il parle. Finalement, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est le côté un peu répétitif. Comme je vous l'ai dit, à chaque indice découvert, on va avoir une sorte de jeu de piste qui va nous mener vers un meurtrier différent à chaque fois. Et du coup, voilà, on a cette espèce de schéma qui va se répéter. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que du coup, ça faisait perdre un peu de suspense au livre. Le côté psychologique est très bien traité, donc franchement, vraiment une bonne réussite pour ce livre, je compte bien lire la suite qui s'appelle L'écorché. Ma seconde lecture était L'étrange vie de Nobody Owens par Neil Gaiman. Là on va être dans un univers un peu mélancolique. Nobody Owens est un bébé lorsque ses parents se font assassiner par le Jack. Il aurait sans doute été tué aussi s'il n'avait pas trouvé refuge à ce moment-là dans un cimetière complètement par hasard, où il va y être recueilli pendant des années par un couple de fantômes qui s'appelle les Owens et par une créature un peu bizarre, on sait pas trop ce que c'est, si elle est vivante ou morte, qui s'appelle Silas. Et donc dans ce livre on va vraiment voir toute la vie de Nobody Owens, comment il vit dans ce cimetière avec tous ses morts. On va le voir apprendre un peu toutes les coutumes, tous les pouvoirs qui sont liés aux morts. Mais évidemment au fur et à mesure qu'il grandit, Nobody, à force d'être cloîtré dans ce cimetière, va vouloir sortir, elle va vouloir en savoir plus sur le monde du dehors. Sauf qu'évidemment, le Jack est toujours là dehors à l'attendre, même 15 ans après. Comme d'hab avec du Neil Gaiman, c'est génial, c'est beau, c'est poétique, c'est doux, la plume de Neil Gaiman elle est juste magnifique. Alors là on est vraiment pas sur une histoire de fantôme traditionnelle, puisque vous l'avez vu c'est des fantômes qui recueillent un bébé vivant, donc c'est vraiment presque une histoire familiale. Les fantômes sont tous très gentils, et donc voilà, ce livre va nous proposer vraiment voilà, un questionnement sur la vie, sur le fait de grandir, de sortir, de construire sa propre vie. J'ai beaucoup aimé la sagesse des personnages et Nobody est un personnage vraiment très attachant. Ce que j'ai préféré, c'est que voilà, en vraiment 250 pages, ce qui est très peu, l'auteur va réussir à nous déployer toute la vie de Nobody et c'est ce que j'ai adoré suivre, vraiment son quotidien dans le cimetière, ses journées, les cours qu'il va suivre avec des fantômes qui sont morts à des époques différentes, c'est hyper intéressant. Tout ce qui est intrigue avec le méchant, on le sent un peu venir, ça manque un peu de surprise, mais c'est pas gênant pour autant. C'était une très bonne lecture, je recommande si on n'a pas encore lu du Neil Gaiman, c'est tout petit, ça se lit très vite. Le troisième livre que j'ai lu, c'est L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Ici on va suivre le personnage de Tom Skelton, qui est un petit garçon qui n'attend qu'une chose par an, sortir pour fêter Halloween avec ses copains. Le fameux jour J va se déguiser en squelette et avec ses copains, ils vont aller frapper à la porte d'un manoir assez étrange. Ils vont se faire accueillir par Monsuaire, un étrange personnage qui va les emmener dans un voyage extraordinaire pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette fête des morts, sur Halloween. Ils vont faire un voyage autour du monde et à travers les époques. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que la plume est vraiment très belle, très poétique, je m'attendais pas à ça, je sais pas pourquoi.
L'histoire est assez simple, mais elle est hyper intéressante parce qu'on va vraiment apprendre pas mal de choses sur Halloween. Après, pour un adulte, c'est peut-être un peu léger, c'est un tout petit livre, donc moi j'aurais aimé un peu plus de complexité, j'aurais aimé un livre 2 fois plus gros, avec des informations peut-être un peu plus poussées, puisque la plupart des informations je les connaissais déjà. Cependant, je pense que pour un enfant ça peut vraiment être une bonne idée, ça permettrait de lui inculquer quelques informations sur cette fête. En bref, c'était un joli conte fantastique que je recommande, évidemment. On passe à ce magnifique livre, c'est Le Carnaval au Corbeau, le tome 1 par Anthelme Hochkorn, et c'est aux éditions du Chat Noir. Je crois que beaucoup de gens l'ont lu l'année dernière pour Halloween, et c'est vrai que c'est un livre qui se prête complètement à une lecture automnale pour Halloween. Déjà, c'est un livre magnifique en hardback avec des illustrations en noir et blanc à l'intérieur, illustrations de Mathieu Coudray et de Loïc Carnavagia, vraiment c'est super beau. Dans ce livre, on va se retrouver en Alsace, dans un petit village qui s'appelle Rabenheim, où on va suivre 2 personnages, 2 amis qui sont très différents l'un de l'autre. D'un côté, on a Ludwig Poe, dont le père a disparu des années auparavant, qui est assez excentrique et qui s'adonne du coup au spiritisme pour essayer de communiquer avec les morts. De l'autre, on a Gabriel Grimm, descendant de la grande famille Grimm, autrefois famille très riche et célèbre et qui est un peu sur le déclin. Gabriel est quelqu'un de beaucoup moins excentrique, d'assez passe-partout et de normal entre guillemets. Mais ça ne les empêche pas d'être amis pour autant. Sauf qu'un jour, une étrange fête foraine va faire son apparition à la Toussaint dans la ville, et dès lors, ils vont être embarqués dans tout un tas de péripéties. Ils vont devoir affronter leur passé et celui de la ville de Rabenheim et être confrontés à plein de personnages assez effrayant, grotesque et très bizarre de la fête foraine. J'ai évidemment adoré cette lecture. La première chose que je dirais, c'est que c'est une lecture incroyablement dense. J'ai vraiment mis du temps à le lire, non pas parce que je l'ai pas aimé, au contraire, mais parce que il est tellement foisonnant et on a tellement envie de le déguster qu'on prend du temps à le lire. Ce qui frappe évidemment, c'est l'écriture d'Anthelme Hochkorn, qui a une écriture que je dirais foisonnante. On va vraiment retrouver tout ce que moi j'avais envie de lire sur cette fête foraine. À savoir vraiment une accumulation de décors, de personnages, de confiseries, d'objets, de lieux, d'attractions. On va vraiment être immergé dans ce village alsacien et moi j'ai adoré ça, j'ai adoré cette ambiance est de la France, presque germanique. En plus de ça, l'histoire est assez dense, il se passe vraiment plein de choses, plein de péripéties. Bref, ce que j'ai adoré aussi, c'est la multitude de références et d'emprunts que l'auteur prend au folklore ou aux mythologies des pays de l'Est, des pays nordiques. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et passionnant, d'autant plus que la plupart du temps je connaissais pas ces références, donc c'était vraiment chouette à lire. Bref, c'était vraiment une lecture sombre mais pas trop flippante, vraiment parfaite pour Halloween. Ensuite, j'ai lu Le plus petit baiser jamais recensé par Mathias Malzieu. Je l'ai lu en une journée, comme d'habitude avec Mathias Malzieu, c'était hyper réconfortant, hyper doux, c'est comme manger une grosse boîte de chocolat. Voilà, on commence et on peut plus s'arrêter. Il va donc s'agir d'une histoire d'amour entre un inventeur dépressif et une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Après un unique baiser volé, celle-ci va donc disparaître et notre inventeur va tout faire pour tenter de la retrouver. Il va pour cela être guidé par un détective à la retraite et un perroquet complètement chelou qui fait aussi enregistreur et détecteur de jolies filles. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est encore complètement une histoire surréaliste, évidemment toujours aussi poétique. C'est doux et c'est très beau, comme d'habitude, c'est un très beau conte romantique. On continue avec la lecture de ouf de ce challenge, c'est American Gods de Neil Gaiman. Il y a quelques mois, je vous ai parlé de la série, qui est donc l'adaptation de ce livre, série que j'ai trop adoré. Du coup, évidemment, j'avais très envie de lire ce livre pour pouvoir comparer un peu avec la série et puis pour pouvoir retrouver les personnages, parce que j'en voulais plus. Donc on va suivre le personnage d'Ombre qui est tout récemment libéré de prison puisque sa femme vient de décéder. Encore tout chamboulé, il va faire la connaissance de Voyageur, un vieux monsieur assez mystérieux et énigmatique qui va lui proposer de travailler pour lui. Sauf que Voyageur est bien plus qu'il n'y paraît, comme beaucoup d'autres personnages dans ce livre, et c'est un dieu qui mène une guerre où s'affrontent anciens dieux mythologiques de l'ancien monde et nouveaux dieux liés à la technologie moderne et aux États-Unis, qui eux sont menés par Monsieur Monde.
Ombre, il va être un peu du coup coincé dans ce conflit, il va découvrir des choses qu'il pensait complètement impossibles et son boulot ça va être de balader voyageur un peu à travers tous les États-Unis. J'en dis pas plus parce que c'est une histoire qui est vraiment pleine de surprises. En tout cas, j'ai vraiment adoré les personnages, j'aime beaucoup le personnage d'Ombre, il est très calme, très posé, très intelligent, très logique. J'ai vraiment adoré ce personnage. Et tous les autres aussi, hein. Voyageur est vraiment génial, c'est un vieil arnaqueur qui est... voilà. On va vraiment retrouver des tas et des tas de dieux différents et de créatures différentes issues de plein de mythologies différentes, que ce soit nordiques, asiatiques, africaines, de plein de lieux différents, de plein de croyances différentes. L'histoire fait vraiment très road trip, puisque comme je vous l'ai expliqué, Ombre va balader voyageur à travers les États-Unis. Donc on a un côté assez lent à l'histoire, hein, c'est une bonne brique de 600 pages et ça prend vraiment son temps. Moi ça m'a pas du tout dérangé, j'ai adoré ça. Et la fin du roman, ça m'a fait complètement halluciner, je me suis complètement fait retourner le cerveau, je m'attendais vraiment pas à ce qui se passe à la fin. Excellent, excellent livre, je recommande. Ensuite, j'ai lu La Fée, la Pie et le Printemps par Elisabeth Ebory, c'est aux éditions ActuSF dans la collection Bad Wolf. En tout cas, avec cette couverture très douce, très belle, très printanière, je m'attendais vraiment à un récit fantasy assez poétique. Un peu... Je m'attendais à quelque chose comme Apostasie, mais en plus gai, en moins sombre évidemment, en plus printanier. Et en fait, c'était pas du tout ça, du coup j'ai peut-être été un peu déçue parce que c'est pas ce que je voulais lire là tout de suite. On va suivre le personnage de Philomène qui est une fée voleuse et qui va tomber sur un groupe de personnages en pleine baston. On va vraiment se retrouver là dès le début du roman, voilà, c'est directement, on est plongé dans l'action, on n'a pas trop d'explications sur dans quel monde on est, quels sont les personnages, etc. Ça va venir au fil du roman. De l'autre côté, on a une méchante fée, la fée Rêvage, qui arrive dans le monde des humains et qui a pour but de détruire la prison dans laquelle les fées sont enfermées depuis très longtemps, pour qu'elles reprennent leur place parmi les hommes et reprennent le pouvoir. On suit donc ces deux histoires parallèlement et au bout d'un moment vous vous doutez que ça va se rejoindre. Et en fait au niveau du ton du roman on va se retrouver sur quelque chose d'assez léger, assez humoristique, presque comme un vaudeville pendant tout le livre et du coup c'est à ça que je ne m'attendais pas. Ce qui est intéressant c'est que la narration est coupée en deux. On va avoir sur un chapitre Philomène, la fée voleuse qui parle à la première personne, et dans le chapitre suivant, on va suivre la fée Rêvage en narration à la troisième personne. Moi ça m'a pas du tout dérangé, j'ai trouvé que c'était sympa, que ça donnait un bon rythme au récit. Donc je reviens à mon histoire, Philomène va rencontrer donc ce groupe de personnages un peu étranges, et bref ils vont faire route ensemble vers Londres, ils vont évidemment en plein de péripéties, ils vont leur tomber dessus. Finalement ce qui m'a le plus gêné dans ce livre c'est le manque d'informations sur le pays des fées. On va y aller un peu dans le pays des fées, mais très peu. Et c'est dommage parce que cet univers a l'air vraiment très intéressant, très complet, très complexe, et on nous en dit pas assez, donc on est un peu frustré, enfin en tout cas moi j'étais un peu frustrée, j'avais envie d'en savoir plus sur les fées, sur leur magie, sur comment cette prison fonctionne, on comprend pas forcément très bien comment ils en sont arrivés là. Ce livre est vraiment focalisé sur l'action, sur l'enchaînement des péripéties, j'aurais peut-être aimé moins de péripéties, plus d'explications, qu'on se pose un peu plus, qu'on pose les décors, etc. Les personnages, je les ai bien aimés, ils sont assez attachants, même si les relations entre eux sont parfois un peu bancales, ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel à la fin que j'ai trouvé un peu dommage parce que très rapide et c'était quand même assez frais, léger et c'était très sympa. Donc avec tous ces livres, mon Pumpkin Autumn Challenge est donc réussi et je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais choisi un petit livre bonus, un beau livre bonus, celui-là de chez Huggin & Menin qui est consacré à Guillermo del Toro. Ça s'appelle Guillermo del Toro dans l'antre avec les monstres, mémuses, reliques et autres fétiches. Évidemment, là j'étais obligée de lire pour Halloween parce que Guillermo del Toro, c'est le réalisateur qui a pour thème fétiche les monstres. C'est un de mes réalisateurs préférés, j'avais adoré Le Labyrinthe de Pan, j'ai vraiment adoré l'ambiance dans Crimson Peak. J'aime énormément ses ambiances visuelles, ses décors, sa façon de construire ses films assez sombres, glauques, gothiques, victorien, romantique, et puis voilà, il intègre des monstres et il a une vision des monstres que j'aime vraiment beaucoup. Huggin & Menin, ils sont vraiment super forts pour produire des livres de très bonne qualité, le papier est vraiment top.
À l'intérieur, on va nous détailler la maison dans laquelle Guillermo del Toro travaille et puis son inspiration, et c'est une maison de ouf, j'aimerais trop y habiter en vrai. C'est la caverne d'Ali Baba, c'est un vrai cabinet de curiosité, on va retrouver des montagnes et des montagnes d'objets liés à l'art, à la pop culture, toujours sur le thème des monstres et du fantastique et de tout ce qui est horrifique et effrayant. Il a des bibliothèques de fou. Et du coup, ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est regarder ces grandes photographies qui sont en pleine page et qui montrent tous les objets qu'il y a dans cette maison. Parce qu'au final, il n'y a pas énormément de texte dans ce livre, il y a peut-être 70 pages de texte en tout. Et au niveau du texte, on va vraiment en apprendre plus sur le processus de création de Guillermo del Toro, comment il construit ses univers, pourquoi il a cette fascination pour les monstres et les créatures. C'était vraiment hyper intéressant, et si vous avez envie de vous plonger dans son univers, je vous invite à prendre le livre parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et il y avait que des bonnes lectures. Donc vraiment, j'ai bien choisi mes livres, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais des gros bisous. On va vraiment voir pour le personnage. Ici, on va suivre la scie sauteuse. Et c'est au désir. Donc il y a une écrou douce, très belle, très printanière.